L'épisode 429, ça va se passer avec 2 chroniqueurs, avec des news, avec un dossier, et ça va commencer maintenant. Tout simplement. Ça fait rire l'un des 2 chroniqueurs en question, à savoir d'un côté Sébastien. Salut Sébastien. Salut. Bonne année. Bonne année. Oui, c'est vrai, on ne s'est pas encore vu, nous, cette année. De l'autre côté, David, depuis la Thaïlande. Salut, David. Salut. Alors, je le précise parce qu'il y a un gap au niveau température entre Sébastien et moi et David. C'est que chez David, il y a à peu près une trentaine de degrés ressentis, 32 degrés ressentis, quelque chose comme ça. 35 ressentis. 35 ressentis et en pleine nuit, donc voilà. Et là, moi, il y a moins 1, moins 2 degrés, quelque chose comme ça, moins 1000 ressentis. Donc, ça nous crée des différences de température assez importantes. Et si on avait avec nous notre ami Thierry Weber, il y aura encore une autre différence, parce que lui est à Las Vegas pour l'instant. Vous le savez, c'est le CES actuellement, le Consumer Electronics Show. Il nous a envoyé une petite carte postale. C'est dans les hors-séries. C'est un hors-série qu'on vous propose sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir son album photo. Il a fait quelques photos. Il a épinglé quelques produits intéressants ou non, c'est selon, mais il vous dit vous-même ce qu'il en pense. Allez jeter un petit coup d'œil dès que vous en aurez l'occasion, peut-être après avoir écouté cet épisode classique, on va dire, qui est composé d'une part d'informations, de news. C'est la revue de presse que mes petits camarades ont compilé durant cette semaine, et puis un dossier en seconde partie où on parlera de langage de programmation. Quel langage de programmation choisir? On parlera de bas niveau, de haut niveau, de moyen niveau. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu le sommaire. Ce sera un passage à niveau. Passage à niveau. Parfait. J'ai suivi. J'avais la référence. Ça tombe bien. Si vous voulez, on attaque directement avec la première lettre de notre abécédaire, c'est la revue de presse. Lettre C comme corps, C-O-R-E, je précise. Ben oui, parce que le titre de David, c'est « Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps ?» Donc forcément, il fallait que je précise l'orthographe du mot « corps ». Et on va parler d'Intel qui dévoile la nouvelle nomenclature pour ses processeurs. Et c'est encore plus confus qu'auparavant. David, tu vas nous expliquer ça malgré tout. Tout à fait. Donc, Intel profite généralement du CES, dont on vient de parler, pour compléter ses gammes de processeurs lancées en fin d'année. Et cette année, Intel, pour la première fois depuis 15 ans, a décidé de changer la nomenclature de ses processeurs, qu'il avait déjà commencé à entreprendre avec l'annonce des nouveaux Core Ultra il y a 2 mois, qui est la prochaine génération mobile. Et voilà, c'est la confusion totale. Intel abandonne entre autres les marques Pentium et Celeron, qui s'appelleront tout simplement processeurs Intel. Les processeurs qui s'appelaient des Core i3, i5, i7, i9, où on rajoutait à côté la génération avec un chiffre qui commençait par la génération, par exemple les 13900K, les 14900K, ben ça va être abandonné, ça va s'appeler tout simplement Core 3, Core 5, Core 7. Ils gardent encore pour l'instant Core 7, 14000 XXX pour les processeurs sortis en cours d'année, mais ils ont annoncé que c'est la dernière fois et que dans le futur, il n'y aura plus d'indication de génération. Alors la problématique, c'est qu'on ne va plus savoir ce qu'il y a dans notre corps. On va avoir des Intel, des Intel Core et des Intel Core Ultra, parce que étant donné qu'ils changent de nom des processeurs pour les appeler Intel Core, pour désigner la génération 14 actuelle et la génération Core Ultra qu'ils ont annoncé il y a 2 mois,
Voilà, c'est la différence. Donc les ultras, c'est les nouveaux, les non-ultras, ce sont la génération actuelle, et les Celeron et les Pentium vont s'appeler Intel tout court. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire la génération suivante. À mon avis, ça va être très difficile de savoir ce qu'on achète sans vraiment vérifier, d'avoir les informations techniques, de lire les détails des feuilles de spécification. Ça va pas être simple. En même temps, à qui s'adresse-t-il, hein? Enfin, je veux dire, c'est peut-être une nomenclature un petit peu tordue, mais c'est pas non plus quelque chose qu'on achète comme ça, communément. Enfin, monsieur, madame, tout le monde n'en achète pas. Peut-être que c'est une notion un peu, c'est plus technique, comme on peut avoir dans des catalogues de composants électroniques, des fois des nomenclatures un petit peu tordues qui sortent de l'ordinaire et qui sont des trucs d'électroniciens ou de techniciens. Mais en même temps, commercialement, je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais c'est quand même très particulier ce type de nomenclature. Enfin, ouais, parce que quand tu regardes les autres, alors après, probablement j'ai la réponse pour David. L'année prochaine, ils s'appelleront les New Intel. Ça, tu vois, probablement, tu vois, ce sera un truc comme ça. Ouais. Et c'est étonnant parce que même pour les trucs très tech, en général, justement, tu as des trucs en série. Tu prends tout ce qui est les cartes Nvidia, c'est des trucs faciles, c'est 2000, 3000, 4000. Et tu as des séries, tu sais que si tu prends une 5000 qui n'existe pas, ce sera mieux parce qu'à chaque fois, tu vas... normalement, c'est mieux. Et c'est la même chose chez AMD dans leurs processeurs, c'est la même chose dans partout. C'est à chaque fois un bête chiffre avec une génération de différence. D'autant plus que il faut quand même tenir compte que ça affecte monsieur tout le monde, parce que Microsoft, par exemple, qui avec Windows a annoncé que Windows 11 ne supportait que les processeurs à partir de la génération 11 officiellement, dans le futur, comment ils vont faire ? S'il y a une compatibilité avec une ancienne génération, une nouvelle, et qu'on n'a plus l'information de la génération dedans, d'autant plus que il y a aussi, ça ouvre la porte à avoir sur des processeurs qui ont un numéro, ici ils ont annoncé des Core 7, 150U, 120U, des Ultra H165H, 165U. Différence entre H et U, c'est le chipset intégré. Mais avec des chiffres qui se ressemblent, on pourrait avoir des générations de processeurs tout à fait différentes. Et ça pourrait poser de gros problèmes dans le futur. Donc voilà, c'est en tout cas dans le milieu des techs informatiques au niveau hardware, c'est très critiqué et c'était déjà un petit peu confus, mais là ça va devenir encore plus. C'est vrai que je disais une bêtise en fait quand je disais que ça n'intéressait pas monsieur, madame, tout le monde. C'est vrai que quand on vous vend aujourd'hui un ordinateur de type PC, on se casse pas, enfin les fabricants ne se cassent pas trop la tête et ils vous disent quel processeur se trouve dedans et reprennent la nomenclature de ici en l'occurrence Intel et c'est supposé parler aux gens. Mais tu vois, je pense qu'à un moment donné ça parle plus à personne quoi. Ça devient une complexité rare pour savoir si cet ordinateur fabriqué par tel fabricant est meilleur. Enfin, un processeur plus puissant ou c'est plus intéressant que telle autre machine, si ça ne te parle pas. Enfin, voilà. Mais les vendeurs aujourd'hui indiquent toujours la génération du processeur. Génération 11, 12, 13, 14. Oui, c'est la génération. Donc, pour un acheteur, l'acheteur, il sait, si j'achète un génération 14, je sais que c'est plus récent qu'en génération 12, ce qui sera plus clair dans le futur. C'est ça, voilà. Seb voulait rajouter un truc vite fait. Oui, il y a une marque qui a fait ça et qui a été vivement critiquée à l'époque, hein, et vous vous en souviendrez tous, c'est Microsoft. Tu avais Windows 95, Windows 98, et puis c'est devenu des trucs un peu exotiques, Windows XP, Windows ME. Millennium. Millennium, Vista, mais après, et puis maintenant on est revenu à Windows 10, Windows 11, il y a eu Windows 8, donc on est revenu dans quelque chose d'un peu compréhensible, monsieur tout le monde sait une progression chiffrée. Une progression chiffrée, quoi. Voilà, comme les smartphones, hein, que ce soit iPhone ou Samsung, ça progresse, et puis voilà. Okay, mais le problème dans les chiffrés, c'est que tu vois, comme c'était un Windows 2000, en 2002, tu avais plus de mal à le vendre, alors qu'en fait, c'était toujours bon, tu vois. Tous ceux qui ont appelé quelque chose 2000 avant l'année 2000 se sont un petit peu perdus en chemin, hein. C'est le garage 2000, c'est pour ça qu'ils ont changé et qu'ils se sont fait un Windows Vista. Tu dis un Vista, tu vas toujours l'acheter parce que tu sais pas de quand il est sorti. Monsieur tout le monde, il va toujours l'acheter. Oui, c'était celui qu'il fallait pas acheter en l'occurrence, mais voilà, c'était une autre histoire. C'est une autre histoire. On passe à la suite.
La lettre F, comme Firefox, Sébastien. Ah oui, Firefox, est-ce que le glas a-t-il sonné pour Firefox ? Alors, on a parmi nos auditeurs des gens qui sont accrochés à Firefox et qui défendent Firefox bec et ongle chaque fois qu'on en parle. Ils disent « Oui, mais moi, j'utilise Firefox depuis toujours et on démord pas, etc. » Et c'est très bien. Mais, malgré tout, ça devient une minorité d'utilisateurs. Oui, alors je suis aussi un grand défenseur, j'utilise Firefox depuis les toutes premières versions 0.6.7 à l'époque quand c'était un gars qui avait fait ça dans son garage. Et c'était un top navigateur que j'utilise toujours, donc depuis ça fait plus de 20 ans. Ouais, pas loin de 20 ans, je me souviens plus exactement, mais c'est quand même assez vieux. Oui, alors les stats sont vraiment pas bonnes, c'est ça que je voulais dire, donc c'est peut-être un message, peut-être qu'en grappillant 2-3 auditeurs, on peut doubler l'utilisation de Firefox. Là, je charrie un peu, mais on en est plus très loin, parce que en fait, on n'est plus qu'à 2, alors ça dépend des sources, mais on n'est plus qu'à 2%. 2% de part de marché, 2,2, entre 2,2 et 3%, ça dépend chez qui, de part de marché, ce qui est ridicule, parce que tu es en face un Chrome qui a 64% de part de marché, et puis Safari avec 18%, Edge, qui est pas le truc qui est le plus tendance, qu'on parle en soirée entre potes, tu utilises Edge, on est copains, on va se boire un verre, mais il a quasi 5%, donc il a presque le double de Firefox. Et donc Firefox aujourd'hui est à des niveaux qui sont équivalents à certains navigateurs mobiles comme celui de Samsung sur ses téléphones. Voilà, ça c'est le niveau. Et donc ils n'arrivent pas à faire mieux que Samsung, qui est pourtant que en mobile. Hein. Samsung n'a pas fait de navigateur desktop. C'est juste sur mobile, et Firefox ici on prend desktop et tout compris. Donc voilà, il reste quasi plus rien. Alors en même temps ils ont pas mal licencié pendant le Covid. Il y a des projets qu'ils ont décidé d'arrêter. Et qui revivent quand même plus ou moins. Hein. Thunderbird, c'était un peu mort, et puis maintenant c'est quand même reparti, une nouvelle version qui tourne pas trop mal. Donc la fondation en tant que telle a un peu de mal, et un des problèmes soulevés dans l'article, et qui est peut-être une des sources de problèmes, c'est la méthode de financement. C'est qu'aujourd'hui, sur plus de 500 et des millions, 550 millions, je pense, sur 593 millions de dollars de revenus, 510 millions viennent de Google, parce que Google étant navigateur par défaut sur le navigateur. Donc ils sont très dépendants de Google, donc c'est déjà plus difficile d'avoir une attitude très critique et très agressive vis-à-vis de son pourvoyeur de fonds, parce que c'est quasi 100% de leurs fonds qui viennent de Google. Mmh. Et donc, non seulement c'est difficile au niveau de l'attitude, mais même au niveau du marketing, au niveau de toutes les positions, même s'ils en font, hein, ils ont des positions qui sont très défensives des consommateurs, de la vie privée, etc. Tu peux pas bloquer tout de Google sur ton navigateur, alors que t'es payé justement pour envoyer les gens sur Google par défaut. Donc, mais je suis pas certain que ce soit réellement le seul problème, mais ça les met dans une position un peu compliquée, parce que c'est leur concurrent, même si concurrent il y a réellement à ce niveau-là, et ils n'ont pas trouvé d'autres réelles sources de revenus. Ils ont essayé de faire des trucs avec des VPN, ils ont essayé plein de trucs, et les sources de revenus sont pas là aujourd'hui pour dire qu'on va financer réellement une campagne pour faire installer Firefox. Donc voilà, ça c'est pas exceptionnel. Donc il y a quand même quelques analystes qui se disent que cette fois-ci, peut-être que c'est réellement la fin pour le projet. Le projet est assez ancien parce qu'il venait de Netscape, hein, le truc a plus de 30 ans, ça a été très chouette navigateur. Pour en arriver effectivement. Qui avait qui était devenu une suite gargantuesque, dont effectivement à la base le projet était top, et puis quand le truc s'est tellement alourdi que il en est devenu, il a perdu de sa beauté et de sa gloire, pour en arriver à faire Firefox, qui était de nouveau, hein, moi je veux juste un petit navigateur, parce que la fondation Mozilla à la base avait aussi sorti un truc gigantesque qui faisait tout, c'était un énorme soft, et un petit gars qui avait dit mais non, moi je veux juste faire un navigateur, je veux juste un navigateur, et finalement c'est devenu le produit phare de la fondation Mozilla.
Et voilà, donc certains disent je crains que cette fois-ci Firefox est condamné à disparaître. En même temps, je pense qu'il a déjà plus ou moins disparu. Parce que quand on fait des sites au boulot et on a des dev front-end ou des graphistes, moi je regarde et je dis je suis désolé mais le truc il fonctionne pas sur Firefox, ça me dit je vais pas tester sur Firefox. Non, et en même temps je les comprends parce qu'avec 98, ils utilisent sur un navigateur, le rendu est là, que ce soit avec Chromium, et c'est le même moteur qui va être utilisé sur tous les autres. Comme à une époque Safari, hein. C'était un peu ça aussi. Mais Internet Explorer n'était pas aussi haut que ça à son apogée. IE je me rappelle 90% du marché. En développement de pages web, etc., il y avait quand même, c'était IE qui était le maître étalon, on va dire, et puis après, tu avais tous les autres qui étaient à 1-2%, et les utilisateurs Mac, on les mettait de côté en disant, si ce n'est que, voilà, et parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Aujourd'hui, ça s'est quand même fort amélioré, parce que justement, avec Chromium, tout le monde est sur le même pied d'égalité, je veux dire, en termes de rendu, il y a peu de différence entre un Edge aujourd'hui, un Chrome, Brave, encore moins, et des choses comme ça. C'est le même moteur. C'est le même moteur, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'était une alternative. Ça l'est toujours. On va pas l'enterrer tout de suite, mais c'est une alternative. Évidemment, c'est aussi un petit peu un truc de geek, très honnêtement, parce que Monsieur, Madame, tout le monde qui a maintenant accès à des outils informatiques, déjà ils vont naviguer avec ce qu'on leur donne. Edge si c'est une machine Windows, Safari si c'est un Mac. Maman, elle utilise Firefox. Salut maman. Oui, mais c'est parce que tu lui as installé. Elle l'aurait pas fait elle-même. Donc voilà. Non, elle voulait pas du tout. Mais bon, voilà, c'est un peu normal. C'est dans l'air du temps, ça évolue. Et puis on va sur le web autrement aujourd'hui. On y va avec son téléphone portable, avec sa tablette, et là aussi on utilise ce qu'il y a dedans, quoi. C'est on n'a pas grand-chose à rajouter à ça. Hein. Si vous, de votre côté, vous avez... attends, je vais terminer ma phrase quand même. Si vous, de votre côté, vous avez des idées, ou si vous vous êtes vraiment accroché à Firefox, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et on va quand même écouter l'avis de David, maintenant. Voilà, mon avis, c'est que dans le passé, j'ai utilisé pas mal Firefox, et moi, la raison pour laquelle j'ai abandonné Firefox pour Chrome, il y a eu une époque où il y a eu des soucis. Où il y a eu des soucis de performance, et les performances qui n'ont pas été réglées rapidement. Entre autres, Firefox avait le défaut d'avoir un process pour tous ses tabs, alors que Chrome avait un process par tab, ce qui fait que quand il y avait un souci de mémoire, Firefox, toutes les fenêtres plantaient en simultané, et Chrome, en général, c'était un tab qui foirait et pas le tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément agacé à l'époque et qui m'a fait changer. Moi, ce qui m'a agacé, c'est le truc inverse, par contre, c'est que Chrome, quand c'est un process par... Là maintenant, ils mettent quand tu ne touches pas à ton onglet, ils le mettent en veille, hein, donc ça va beaucoup mieux, mais à une époque, quand tu avais beaucoup d'onglets ouverts, ça mettait quand même à genoux ton processeur. Hein. Faut reconnaître aussi que c'était pas non plus la panacée, quoi. Donc chacun trouve un petit peu... C'était un corps C'était un corps défendant. Voilà. Bon, on a tout dit. J'ai entendu un E derrière, mais on va dire qu'on a tout dit. On est à la lettre L comme lune. J'aurais dit un truc, moi encore, mais j'ai pas pu le dire. Tu le diras en commentaire. Comme tout le monde. L comme lune, David. Peregrine, c'est cet atterrisseur, cet alunisseur qui est parti à la conquête de la lune, et qui s'est un petit peu perdu en chemin. Mais tu vas nous expliquer ça. Voilà, tout à fait. Ce 8 janvier, Peregrine, qui est un vaisseau qui était censé allunir sur la Lune, qui est le premier effort américain depuis 1972 pour les Français, et le premier voyage lunaire commercial, a eu un petit souci. Après 6 heures dans le vol, ils se sont rendus compte qu'il y avait une perte de carburant, qu'ils ont essayé de voir s'ils pouvaient faire quelque chose, mais c'était irrécupérable, et avec moins de 40 heures de carburant restant, et ça c'était les nouvelles il y a 2 jours, l'objectif Lune a été abandonné,
Et le titre du sujet, qui est l'Odyssée lunaire perdue dans l'espace, c'est parce qu'en fait, à bord de ce vaisseau, non seulement il y avait 5 outils de la NASA pour une valeur de 108 millions de dollars, il y avait 15 expériences scientifiques diverses, mais il y avait également plus de 300 restes humains, dont des restes de Arthur C. Clarke, l'auteur de l'Odyssée de l'espace, entre autres, le Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, sa femme, les acteurs qui ont joué les rôles dans Star Trek, du docteur McCoy, de Uhura, de Montgomery Scott, des présidents américains, des morceaux d'ADN des présidents Ronald Reagan, John F. Kennedy, George Washington, Eisenhower, et beaucoup d'autres. Donc voilà. Donc d'ailleurs, c'était un petit peu controversé parce que il y a des personnes qui trouvaient un petit peu sacrilège d'aller déposer des restes humains sur la Lune. Ça n'arrivera pas. Ils resteront en orbite jusqu'à probablement s'écraser tôt ou tard quelque part. Ils sont en orbite là où ils n'étaient pas partis sur la trajectoire de transition vers la Lune encore, ou ils sont toujours en orbite, enfin le module en question. Ils n'ont pas une vitesse que pour se décrocher de l'attraction terrestre lunaire, donc ça va tourner un petit peu partout, et à moins qu'ils aient décidé de le cracher volontairement avec les derniers litres de fuel. Mais ça, je n'ai pas encore l'information à l'heure actuelle. Alors oui, pour information également, ce vaisseau spatial n'était pas un vaisseau de la NASA, mais de la société privée Astrobotic Technologiques, et c'était un vol commercial parce que la NASA était un client, en plus de personnes qui ont payé jusqu'à, je pense, 13 000 $ que pour avoir des cendres ou des morceaux d'ADN dans le vaisseau. Voilà. Ok, bon, Seb, dis-moi. Oui, il me semble qu'on a déjà parlé de cette boîte l'année passée. Ils avaient essayé de faire une fusée avec juste les restes, et c'était pour les mettre en orbite, et ça avait explosé en plein vol. De mémoire, donc là, ils avaient... Non, il me semble que c'est la deuxième fois que les gars, elle n'arrive pas à bon port. Mais c'est très bizarre comme cette histoire. On va mettre des sacs poubelles, hein. Mais les sacs poubelles des gens... oui, c'est ça. Vous mettez des gens vivants. Ouais, mais si c'est pour exploser... Oui, le résultat sera le même, in fine. Mais voilà. Non, mais je trouve ça très bizarre d'envoyer les restes de personnalités. Voilà, je trouve ça très moyen. C'est surtout un moyen commercial, enfin de se faire du pognon. Et là, qu'envoie une voiture, alors... C'est pas faux. Mais pas sur la Lune, dans l'espace. Non, loin, très 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 loin. Mais voilà, c'est vrai que c'est tout aussi couillon quelque part. Mais et je me demande si elle reçoit toujours les updates de firmware. C'est pas. Et si l'autoradio est toujours allumé. Il y a toujours la conduite autonome. Voilà. Mais bon, voilà. Comment ils font pour les rappels quand il y a des problèmes? Enfin, pardon. Oui, tu t'égares. Mais bref, Peregrine, donc. C'est raté. D'ailleurs, dans la foulée, mais ça n'a rien à voir. En fait, la NASA a quand même dit qu'il retardait encore d'un an l'idée de remettre un pied sur la Lune, les reporter encore en 2026, 27 ou quelque chose comme ça. Oui, donc, oui, ça a été retardé d'un an suite à ça. Suite à ça, ou c'est pour d'autres raisons? Parce que les deux ne sont pas nécessairement liés. Ça a été annoncé en même temps. Donc ça, en même temps, oui. Pour moi, c'est cause à effet parce que j'ai vu la nouvelle le même jour. Oui, ok. Bon, l'avenir nous le dira, comme on dit dans ces cas-là. S, la lettre S comme SEC. Oui. Securities and Exchange Commission, c'est ça, la SEC. La SEC qui accepte les bitcoins ETF après les différents cafouillages dont tu vas nous rappeler l'existence, Sébastien. Oui, alors je pense que personne n'a pu le louper dans la cryptosphère cette semaine. Finalement, c'est passé, ça a été accepté. Les ETF Bitcoin, je vais peut-être expliquer ce que c'est un ETF Bitcoin parce que ça paraît peut-être pas si évident pour tout le monde.
Mais finalement, c'est effectivement passé après quelques cafouillages. Alors, donc, qu'est-ce un ETF Bitcoin? Alors, en fait, c'est juste un véhicule d'investissement. Parce que, imagine, Madame Pichemou, elle veut acheter un Bitcoin, elle doit ouvrir un compte sur un truc de crypto, acheter son Bitcoin, le mettre sur un cold wallet éventuellement, ou le garder sur l'exchange. On va dire, on va pas le garder sur l'exchange, blablabla. Enfin, on passe les détails. Mais voilà, là, c'est un nouveau truc à gérer. Et si tu prends un institutionnel, un gars qui gère des fonds de retraite ou des fonds d'investissement, bah ils ont pas toujours envie d'aller faire confiance à un échange quelconque où ils se disent bon bah tu vois, c'est encore un truc en plus à gérer dans leur compta, où ils doivent gérer leur audit, etc. C'est un peu compliqué. Et donc le Bitcoin ETF, c'est une société qui va donc elle acheter réellement des bitcoins, hein, elle va avoir le bitcoin, et plutôt que de le gérer pour elle, eh ben, elle le gère en bourse. Donc toi tu vas pouvoir aller acheter des actions de cette société et en fait tu vas trader comme si tu avais un bitcoin, sauf qu'en fait tu vas trader le fait d'avoir des actions d'une société, et donc ça te permet d'avoir un véhicule traditionnel classique. Ça rentre en bourse et tu vas pouvoir gérer classiquement le fait d'avoir tes bitcoins, sauf que ce n'est pas vraiment des bitcoins. Donc le capital est en bitcoin et les intérêts reviennent après dans l'économie classique. Tu vas pas avoir l'intérêt, tu vas avoir le truc, c'est corrélé. Hein, le prix, ce sera le bitcoin, et donc c'est corrélé aux deux. C'est corrélé au prix du bitcoin. Corrélé au prix du bitcoin, sauf que tu as les outils classiques de trading comme si on en était, et le fait qu'avoir des institutionnels, du coup, peuvent aller facilement les acheter, que ce soit des banques pour leur mettre dans leur livre de compte, etc. Et donc, c'est une porte ouverte, effectivement, pour le monde plutôt institutionnel pour aller acheter des bitcoins, parce qu'ils ont moins envie, plus frileux d'aller faire des trucs un peu plus exotiques. Et donc, on s'attend à avoir assez bien d'argent qui arrive dans la crypto grâce à ça, parce que effectivement, les institutionnels c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui n'achètent pas juste pour 100 € de Bitcoin, c'est des dizaines et des dizaines de milliards. Je pense qu'on s'attendait sur quelques années à avoir plus de 100 milliards qui débarquent sur la crypto, sur le Bitcoin en particulier grâce à ça. On pense aussi que qu'il y a une petite dizaine de boîtes qui ont fait des ETF Bitcoin, dont BlackRock, pour n'en citer qu'un. Mais donc c'est pas juste une société, il y en a une dizaine qui ont été acceptées. À la base, en fait, il y avait eu une première demande à la SEC, parce que comme c'est le gendarme de la bourse américaine, oui. Et comme c'est quelque chose qui est régulé, ils avaient demandé à la SEC pour dire voilà, je vais proposer tel produit, et ça a été refusé à l'époque en disant non, rien à voir, on veut pas savoir, on ne veut pas que tu mettes ce produit sur les marchés financiers. Et la justice américaine a répondu à la SEC après un procès de BlackRock, si je ne me trompe plus, que effectivement, ça a été la réponse de la SEC était un petit peu trop lacunaire, et qu'il n'y avait pas de raison de refuser la demande de ces sociétés. Et donc, deuxième essai. C'était un peu sec, c'était brut, c'était un peu sec. Voilà, c'est ça. Donc le gars est vraiment. Alors après, il faut voir le personnage à la tête de la SEC. Il n'aime pas du tout. Donc le gars, il n'aime pas du tout ce qui est crypto, et il en profite effectivement à chaque fois pour dire c'est pas parce qu'on l'a accepté qu'on endorse le fait que ce soit une bonne chose. C'est juste qu'on l'a accepté parce qu'on n'a pas le choix. On a un fusil sur la tempe de la justice américaine. Mais ils ont dû l'accepter effectivement, et ils avaient jusqu'au 10 janvier à minuit, et ils l'ont accepté le 10 janvier à la quasi dernière minute. Mais quelques jours avant, il s'est passé même un jour avant, il s'est passé un petit cafouillage. C'est que sur le compte Twitter de la SEC, ils ont annoncé que c'était accordé. Disons qu'à ce moment-là, effectivement, c'est bon, c'est accordé, on le donne à toutes ces sociétés. Le cours du Bitcoin, c'est un petit peu emballé, mais pas quelques 5-6%. Ça n'a pas été non plus comme les rallyes qu'on a vus par le passé, mais 5% quand tu as un truc qui vaut $45 000, ça fait quand même des millions de dollars tout de suite sur le marché. Et assez rapidement, les gars ont publié en disant en fait, on s'est fait pirater notre compte.
Et donc, ils ont annoncé qu'ils se sont fait pirater leur compte Twitter et qu'ils avaient encore rien accepté du tout, que c'était pas vrai, etc. Donc le cours s'est réexplosé. Et maintenant, ils se prennent des actions, effectivement, de gens qui disent bah, vous avez manipulé le cours, vous n'avez pas respecté les règles de sécurité que vous mettez en place en disant qu'il faut de la double authentification. Alors que vous n'avez pas fait ça sur vos comptes, etc., etc. Et le gouvernement américain qui leur rappelle que maintenant, comme il y a effectivement eu une communication qui a un impact financier, etc., de la part d'une société, eux, la SEC, ils ont 4 jours pour venir expliquer aux autorités américaines pourquoi, comment ils vont dédommager les gens qui ont perdu de l'argent à cause du piratage dont ils ont fait... c'est complètement dingue. Oui, je trouve ça complètement dingue parce que d'abord le timing est très particulier, mais c'est complètement exceptionnel aussi dans le sens, et particulier dans le sens où la communication a été faite sur un réseau public, certes, enfin un réseau social, en l'occurrence Twitter, qui appartient quand même à quelqu'un. Je veux dire, c'est pas un service public, c'est pas comme on envoie un courrier ou qu'on publie dans le journal un communiqué ou non, c'est alors quand on se dit je me suis fait pirater mon compte, c'est le stagiaire quoi, c'est difficile à croire quand même. Il y a tellement d'intérêt en jeu et on le voit là en l'occurrence que tu pourrais te dire, les mauvaises langues diront c'est Elon qui a un peu tripoté le truc quoi. Il y a du bon côté en plus, il peut chipoter quoi. Enfin c'est n'importe quoi. Mais on est d'accord, mais en même temps, c'est quand même, on joue quand même. Après, venir se plaindre, c'est quand même compliqué. C'est juste parfait pour toutes les théories du complot. Alors, oui, apparemment, exactement. La source du piratage, parce qu'il y aurait vraiment piratage et pas juste un jeu de la part de la SEC, qui serait un jeu assez étrange, mais bon, après, le personnage est vraiment bizarre. La source de piratage, ce serait une copie de SIM, donc une vraie fausse SIM où tu as réussi à récupérer les messages des SMS pour te connecter sur le compte. Donc apparemment ce serait ça. Aux États-Unis ça a l'air plus facile de faire qu'en Europe. Donc bon voilà, on regardera, on en reparlera certainement. Mais donc c'est quelqu'un qui devait avoir accès à la SIM ou qui devait avoir les ID de la SIM. Ça c'est. Oui, c'est ça aussi plus compliqué. Il y a un piratage physique probablement également. Oui, voilà. Ils ont 4 jours pour répondre, ce sera pour la semaine prochaine. Et avec un calendrier quand même très serré, je le rappelle. Donc c'est très bizarre. Je serais curieux effectivement d'avoir un suivi, de savoir quelle explication ils vont fournir. Est-ce qu'ils vont pas botter en touche en disant c'est pas nous, c'est X, Monsieur X, je veux dire, c'est très très spécial quoi. Oui, et même financièrement, c'est assez étonnant parce que la probabilité était à plus de 90% que ce soit accepté. Et donc, financièrement, tu savais qu'il allait y avoir une valorisation importante. Enfin, voilà, tu pariais là-dessus. Et elle a été acceptée ce mercredi. Et effectivement, tu vois qu'il y a eu une augmentation de valeur parce que tout le monde se dit c'est génial, ça va avoir un impact sur le cours, je vais vite en acheter, tu remontes de 5%, et là les bots se disent c'est génial, ça a gagné 5%, on revend et ça redescend. Donc l'effet a été le même sur l'autorisation que sur le faux. On est d'accord, mais en même temps ça met à mal. Je vais le faire 2 fois. C'est la SEC qui est visée. C'est moins le gain d'argent que la SEC, en l'occurrence, qui est visée dans ce truc-là. Me semble-t-il. À voir, effectivement. C'est de grosses patates, quand même. Hein. Quand même, il faut bien le dire. Donc, si vous avez des informations aussi, parce que nous enregistrons ce podcast le jeudi 11 janvier, si je dis pas de bêtises, oui, le 11 janvier. Si vous avez des informations voilà, comme le temps passe. Bonne année. Donc si vous avez des informations qu'on n'aurait pas eues, à ce moment-là, n'hésitez pas à venir rajouter ces informations en commentaire. Si vous venez avec une information qui est tombée le 12, sauf si vous vivez en Thaïlande, effectivement, nous, on n'a pas pu en parler. C'était juste pas possible. Donc n'oubliez pas ce petit détail chronologique. La lettre S, encore, mais comme semi-conducteur cette fois. Graphène, est-ce que ce serait le futur de l'électronique, mon bon David? C'est la question que tu poses, qu'on se pose, que la presse se pose. Dis-nous tout.
Ben, il y a eu une percée dans le domaine. D'abord, qu'est-ce que le graphane? Le graphane, en fait, c'est tout simplement un arrangement d'atomes de carbone qui sont arrangés sur une feuille avec une structure hexagonale. Donc, ce sont des atomes de carbone qui font une structure hexagonale planaire avec un seul atome d'épaisseur. Et c'est un matériau qui est très intéressant. Et ça fait assez longtemps que on a le regard tourné dessus, comme éventuellement le futur de l'électronique. Alors, une équipe conjointe entre l'Institut technologique de Georgie à Atlanta et l'Université de Tianjin en Chine, sous la supervision du professeur Walter de Heer, un Hollandais, ont fait une percée et ont réussi à produire le premier semi-conducteur à base de graphane en résolvant un problème qui était ce qui bloquait l'avancée là-dedans, qui est le band gap. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est en fait ce qui permet de faire un transistor. Et donc, quel est l'avantage d'utiliser le graphane par rapport au silicium? Ça a une mobilité électronique plus élevée. Ça va permettre de faire des transistors avec du switching beaucoup plus rapide. On parle de pouvoir travailler à des fréquences jusqu'au terahertz. Alors, gigahertz, on est dans les gigahertz pour l'instant. Et après ça, 1000 fois plus qu'un gigahertz, c'est 1 terahertz. Des applications également pour avoir pas uniquement des semi-conducteurs au niveau transistor, mais également une industrie de miniaturisation et de nanotechnologie. Il faut savoir également que on arrive assez proche de la limite atomique pour les puces en silicium. Donc, quand on va arriver à un transistor de la taille de quelques atomes, ben, on ne saura pas aller beaucoup plus loin. Les atomes de silicium sont plus petits que les atomes de carbone. Pour donner un exemple, pour donner la réalité, le rayon atomique d'un atome de silicium, c'est 1,1 angstrom. C'est l'unité de mesure, et le carbone, c'est 0,7. Donc, on compare 1,1 à 0,7, c'est des atomes plus petits. Donc, voilà, ça va peut-être faire durer la loi de Moore un peu plus longtemps. La loi de Moore, c'est la loi qui dit que on a un doublement de densité de transistors, je pense que c'était tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Et là, ça tousse un petit peu. J'en parlais justement à Seb cette semaine, quand on va atteindre la limite atomique, à moins de passer en 3D, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'il y a aussi la vitesse de la lumière qui limite, donc il y a beaucoup de contraintes. Voilà, c'est une petite bouffée d'air au niveau de l'électronique. On verra comment ça va se passer, mais je trouve que c'est un beau pas en avant. Ok, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, parce que franchement, là, c'était très détaillé. Sébastien, tu as peut-être un truc à nous dire ou... Oui, alors la source, c'est hyper amusant. J'adore que David ressorte ce sujet cette semaine. C'est comme si la news avait attendu qu'on en parle pour sortir le truc, parce que c'était il y a quelques jours, on disait, bon, avec les CPU, il faut pas croire, on a une vie en dehors des technos, hein, et donc tu vois, ces sujets nous intéressent aussi en dehors des technos. C'est pour ça qu'on en parle et qu'on aime bien ça. Et effectivement, sur les fréquences, parce qu'on a acheté des machines, on discute CPU, on dit, ça fait des années qu'on est toujours aux mêmes fréquences, et ça commence un petit peu à sentir plus beaucoup d'intérêt, tu vois, entre un processeur à 3 Go 2 ou 3 Go 6. J'en ai acheté un à 3 Go 2 il y a 5 ans. On parle de serveurs là-dessus, mais en desktop, les ranges sont pas non plus exceptionnels. Il y a 20 ans, Intel nous avait promis, en 2000 ou 2001, il nous avait dit qu'on serait à 10 gigas pour 2005 ou 2010. 2005. Et, on l'a jamais vu venir, le 10 gigas. Donc, c'est pas juste une évolution qui fait qu'on y arrive doucement. Non. Les gros fondeurs se sont heurtés à un mur, et ça fait presque 20 ans qu'ils disent il y a un problème parce que la dissipation de chaleur est trop importante. Il te faudrait une soufflerie tellement énorme sur ton PC pour le faire tourner à 10 gigas que
c'est pas possible, et ils ont abandonné plusieurs technos pour y arriver, en disant, bon, bah, finalement, au lieu d'augmenter la puissance, enfin la fréquence, on va augmenter le nombre de cœurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des processeurs avec autant de cœurs, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à jouer sur la fréquence. Ouais. Donc c'était un peu d'histoire de pourquoi c'est vraiment super important d'un point de vue business derrière. Si effectivement on sait aller remonter la course de la fréquence, ben on pourrait peut-être repartir sur la fréquence, ce qui est important dans pas mal de domaines, hein, parce que c'est pas parce que tu as une machine avec 10 cœurs, ou 20 cœurs, ou 40 cœurs, que le code que tu as fait va pouvoir aller plus vite, parce que la plupart du temps, c'est beaucoup plus compliqué d'écrire du code qui va fonctionner sur plusieurs cœurs, ou tu vas en faire fonctionner plusieurs en même temps. Mais un calcul, une simple addition, si tu fais 2 x 2, t'as un cœur, ou t'as 2 cœurs, ça fait la même. Tu vas pas pouvoir aller 2 fois plus vite. Tu fais toujours qu'une addition. Tu peux faire 2 additions en même temps, mais tu sais toujours pas aller plus vite. Et donc la fréquence est importante sur certains problèmes. Et voilà, là on stagne depuis bien longtemps. C'est la même chose qu'une femme pour la fréquence. Le développement est important. C'est une réponse souvent qu'on utilise en développement, et tu vas apprécier. C'est que quand on dit qu'il faut 9 mois pour faire un projet, et pour un bébé c'est pareil, tu peux avoir 10 femmes, il faudra toujours 9 mois. Par contre, tu vas pouvoir faire 10 bébés si tu as 10 femmes, mais il faudra toujours 9 mois. Mais tu ne vas pas faire avec 10 femmes un bébé en un mois, c'est ça Non, c'est ça tu peux pas. Tu peux pas. Donc, en même temps, heureusement. Donc maintenant, on a des 10 femmes. Des 10 cœurs, mais il faut toujours 9 mois pour le faire. Oui, c'est ça. Et on peut 10 faire femmes. plein de choses, J'aime bien l'analogie. Oui, c'est ça. Ah, voilà, tu vois, elle est facile à comprendre. Hein. Oui, c'est ça, elle est simple à comprendre. Voilà. Alors, on pourrait le faire aussi avec des petits chats et des petits chiens. Mais non. Mais c'est plus drôle avec des femmes. Mais les chats, c'est pas 9 mois. Non, c'est vrai en plus. Il faut convertir, c'est plus compliqué. Et puis une femme en fait 6. Voilà, faut pas rentrer dans les... On ne peut plus rien dire, monsieur. Donc, passons à la lettre suivante, si vous voulez bien. T, la lettre T comme Tesla. C'est Sébastien qui reprend le micro pour parler de la revente de ces Tesla par le groupe Hertz, le loueur de véhicules. Non. Non, pas mes Tesla, j'ai pas de Tesla. On se rappelle, il y a déjà quelques temps, qu'ils avaient passé une grosse commande. Oui, alors, et ils finalement, avaient dit qu'ils allaient en acheter beaucoup. Ils n'en ont pas acheté tant que ça. C'est ça, d'accord. Ok. C'était de la com, quoi. C'était de la com. Ah donc, effectivement, Hertz avait annoncé qu'ils allaient acheter 100 000 Tesla, ce qui avait fait monter non seulement la cote de Hertz, en disant c'est génial, tu vois, un mec qui s'engage de l'électrique, c'est le futur, c'est écologique et tout, et ça a fait aussi monter la valeur de Tesla en même temps, en disant putain, ils vont acheter 100 000 Tesla, les mecs, on est parti, quoi, c'est génial. Bon, en fait, ils en ont acheté 35 000. Ouais, c'est quand même pas mal, hein, 35 000 Tesla, hein, mais il en reste quand même 65 000 sur le carreau. Et les mecs de Hertz, ils avaient aussi été très très chauds avec les autres constructeurs. Hein. Ils avaient dit à General Motors, on va en acheter 175 000 chez vous des véhicules électriques, et chez Polestar, on va en acheter 65 000. Donc ça fait déjà beaucoup de voitures électriques. Bon, finalement, rien de tout ça. Et les Tesla qu'ils ont achetés, maintenant, ils ont dit, elles sont toutes à vendre, on dégage toutes nos Tesla. On va retourner aux voitures avec essence diesel, etc. Avec t'appuies sur le bouton et ça fait vroom vroom et ça pollue. Hertz dégage toutes les voitures électriques aux États-Unis, toute sa flotte. Et donc toute l'année 2024, ils vont vendre de la Tesla, 35 000 Tesla à vendre quand même. Et ce sera une affaire à faire, apparemment. Oui, ce sera à bon prix. Ils estiment qu'ils vont perdre jusqu'à 245 millions de dollars en dépréciation. Parce que voilà, c'est des bagnoles qui valent de l'argent, mais ils vont vendre les bagnoles un petit peu à perte, mais ils s'en débarrassent. Et alors, du coup, la question, c'est mais pourquoi ils s'en débarrassent, tu vois, Mais pourquoi Mais pourquoi tu vois, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le coût de réparation, et celle-là, elle est exceptionnelle, le coût de réparation coûte trop cher. Donc l'entretien et les réparations sur les Tesla coûtent beaucoup trop cher. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les Tesla qui sont loués chez Hertz, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui fait un petit trajet, qui a besoin d'une voiture, tu vas à l'aéroport, t'as loué une voiture, tu l'as pour quelques jours. Non, c'est essentiellement loué par des chauffeurs Uber.
Et donc, c'est des voitures qui sont hyper utilisées, hyper usées, et du coup, ils disent, nous, derrière, voilà, que ce soit un chauffeur Uber ou un mec qui l'utilise pour faire chercher un canapé avec sa femme, même si ça va être dur d'entrer dans un Tesla, voilà, c'est loué la journée avec un fee au kilomètre, mais là, comme le mec il roule toute la journée avec rentrer, sortir, machin, les sièges, les machins, tout est... Tout s'use plus vite. Tout s'use beaucoup plus vite, ça leur coûte un pont en entretien, et donc ils disent ce n'est pas rentable, on retourne aux voitures thermiques, et puis salut, bonsoir. Quand tu parles d'entretien, on va s'entendre, c'est pas l'entretien nécessairement mécanique, parce que ça on sait qu'une voiture électrique coûte moins cher à entretenir. C'est l'entretien d'usure, et sans doute aussi la carrosserie, les machins comme ça, voilà, parce que bon, plus tu roules, plus tu prends le risque. Ils y vont, hein. Bah oui, ça roule. C'est des voitures, si elles sont louées par un Uber, ça veut dire qu'elles roulent 24/24, hein, quasi. Ouais. Or, on sait aussi que la voiture électrique n'est pas nécessairement faite pour certains usages, dont celui-là, sans doute. Souvent, quand on voit un article de presse qui parle de voiture électrique, tu vas toujours avoir un représentant de commerce qui fait 35 000 km par mois, ou j'exagère, mais qui va dire « Ah non, c'est pas bon, pour moi, ça va pas. » Mais non, mais il y a des gens qui font que 10 000 ou 12 000 km par an, et pour qui ça convient totalement. Je prends l'extrême inverse maintenant, mais voilà, c'est pas pour autant, c'est pour ça que je voulais dire que la voiture électrique, je ne parle pas de la Tesla en particulier, est une mauvaise voiture. C'est juste l'usage qu'on en fait qui est peut-être pas le bon. C'est juste ça. Oui, et puis il y a encore plein d'usages plus professionnels où aujourd'hui, t'as besoin d'une camionnette pour bosser, c'est la majorité, ça reste des camionnettes thermiques. C'est en train de changer, parce qu'il commence à y avoir sur le marché, mais il va falloir changer le permis de conduire à un moment donné, parce qu'une camionnette électrique avec les batteries qui vont bien et une autonomie correcte à moins de 3 tonnes 4, ça va être compliqué. Donc il est question de mettre... Dedans, quoi. Les questions, ta charge utile se réduit d'autant, puisque la batterie prend de la place et du poids. Mais il est quand même question de monter à 4 tonnes 2, paraît-il, dans un an ou deux, le permis européen, en tout cas le permis C. C'est le B. Le B, pardon. Mais c'est le même problème avec les mobilhomes. Aujourd'hui, mobilhome en 3 tonnes 5, en général, si tu mets... dedans, t'as des meubles Ikea, quoi. Et tu mets 3 pulls et le plein d'eau, c'est déjà sur la balance, c'est déjà un peu compliqué, quoi. Donc, effectivement. Ça, à ce point, la bagnole électrique nous aide pas beaucoup. Non, donc ça, ce sont des choses à améliorer dans le futur. Les batteries évoluent pour l'instant, surtout sur la durée de vie et sur le nombre de kilomètres que tu vas parcourir. Par contre, il y aura après certainement aussi des améliorations à faire sur le poids, tout simplement. En graphène. En graphène, peut-être, pourquoi pas. Ou alors, avec de très très longues rallonges, on peut se passer de batterie. Mais ça va être un petit peu embêtant. À un moment donné, on va tricoter dans les rues, ça va pas être bien. On a fait le tour de la question ? Oui, tout à fait. Rien à rajouter sur cette chose-là, donc on va passer à la grosse patate, le dossier de la semaine, si vous le voulez bien. C'est le dossier de cette semaine. Vous vouliez nous parler de langage de programmation. Quel langage de programmation choisir pour quel projet ? Parce que tout dépend aussi du projet, j'imagine, dans lequel on s'inscrit pour lequel on va écrire des programmes. Si vous en parlez, c'est aussi un truc qui vous a un petit peu incité à en parler, c'est le décès d'un monsieur très connu, je ne sais pas qui embraye sur ce sujet-là d'ailleurs, parce que j'ai pas les noms. Oui, oui, vas-y. C'est ça, c'est Bibi. C'est une double raison. Il y a ça, et puis il y en a une autre qui viendra pour rire par la suite. Mais effectivement, c'est les deux combinés. Le premier, c'est ce Niklaus Wirth. Sorry pour tous les Suisses allemands qui effectivement pourraient le prononcer autrement, parce que c'est un Suisse. Je ne sais pas s'il était allemand, mais en tout cas il était suisse, ça c'est certain, et qui est décédé il y a quelques jours. Il est décédé le jour de l'an, donc il a quand même vu l'an 2024, mais c'est le premier de l'année dans les célébrités informatiques qui nous quittent. Malheureusement, effectivement, les années font que, comme c'était
techno qui s'est beaucoup développé dans les années 80, mais tu commences à avoir pas mal de gens qui arrivent à un certain âge, et donc on en perd beaucoup ces dernières années, des pionniers de l'informatique. Et donc lui est effectivement né le jour de la Saint-Valentin en 1934 à Winterthur, voilà, en Suisse. Et donc à la base c'était, enfin c'est toujours, hein, mais maintenant il est décédé, c'était un ingénieur en électronique de l'école polytechnique de Zurich. Dans sa carrière, il a fait un petit peu de voyage, et surtout, il a été à la source énormément de langages de programmation et la base des langages. Donc, il a commencé à bosser sur l'Algol. C'est plus des trucs qui sont non plus hyper connus, hein, mais voilà, c'était Algol. Il n'était pas le premier dedans, mais il a bossé sur pas mal de révisions. Il est arrivé à l'Algol 68, 60, 68, tout ça, hein, voilà. Puis le PL360, c'était un assembleur plutôt haut niveau pour les IBM 360. Et puis il en a plein d'autres, hein. Il est à la source où il a inspiré plus de 9 langages de programmation, ce qui à l'époque était beaucoup parce qu'il y en avait très très peu dans les premières années. Et dont le Pascal. Dont le Pascal, c'est ça, dont un que j'apprécie particulièrement, qui est effectivement le Pascal, qui cherchait à faire quelque chose de plus didactique. Et c'est l'époque où on essayait de se distancier un petit peu du langage machine pour faire des choses déjà un petit peu plus évoluées. Mais c'est une question qui a tout son sens, hein, sur maintenant les langages, parce que c'est le titre de notre truc, quel langage choisir. Mais avant ça, il faut un petit peu savoir aussi quelles sont les différentes spécificités des langages, et la source de pourquoi on en est arrivé aussi à ce dossier en rigolant. Donc ça, oui. Après, le mec, on peut vous en parler pendant des heures, hein. Allez voir l'article, il sera sur le site et sur Wikipédia. Le mec était vraiment voilà. Ce qui est fou, c'est que ce monsieur, personnellement, je me doutais qu'il y avait quelqu'un qui avait inventé le langage Pascal, parce que c'est le plus connu, hein. Faut être honnête, l'Algol, moi j'avais jamais entendu parler, et puis finalement on en parle très peu, dans les médias n'en ont pas parlé. Tu me diras aussi, ça ne concerne qu'une minorité de gens, mais je trouvais ça assez... c'est un illustre personnage du monde de l'informatique, et comme on l'a déjà dit avec d'autres chroniqueurs, on est aujourd'hui en 2024, l'informatique commence déjà à avoir un certain âge, et les gens qui ont créé les premiers langages commencent malheureusement à disparaître aussi. Mais il y a plein d'autres trucs. Il y a Modula, il y a Oberon, etc. Mais il y a un truc que j'ai oublié de mentionner sur lui qui est génial et qui plaira certainement à David. Je sais pas s'il la connaît. C'est la loi de Wirth, qui est un truc qu'il a énoncé, une loi empirique en 1995, qui dit « Les programmes ralentissent plus vite que le matériel n'accélère ». Je la connaissais pas. C'était un voisin de Moore qui lui doublait la puissance des processeurs d'année en année. Donc l'un bossait dans un sens et l'autre bossait dans l'autre. En gros, c'est ça, c'est l'idée. David, je pense que c'est toi qui prends le relais pour nous expliquer les différences qu'il y a entre ces fameux langages dits, je mets des guillemets, de bas niveau, dit de haut niveau. De quoi s'agit-il pour le néophyte ? Je vais faire le petit préambule un petit peu humoristique dont Seb a parlé. Il y a une semaine, on se disait, tiens, la semaine prochaine, on a un dossier à faire ensemble, quel sujet on va choisir ? Je propose quelque chose, et puis je dis, on pourrait aussi parler de ça, mais bon, c'est plus électronique, c'est peut-être un petit peu trop bas niveau, puis je dis non, ça veut dire pointu. Et puis je lui dis, tiens, en parlant de bas niveau, je vais te raconter un truc. C'était juste avant ou après Noël. J'étais avec un ami francophone en terrasse en train de boire un verre, et il y a un francophone de passage qui discute avec nous et qui demande qu'est-ce que tu fais, informatique, tu programmes. C'était pas l'informaticien du tout. Et donc il me dit quel langage je programme. Je dis pas mal de langages, mais plus des langages de bas niveau. Et là il est parti dans un délire en disant on ne peut pas dire bas niveau, on peut pas dire haut niveau. Vous les informaticiens, vous avez la grosse. J'ai pas compris. Et donc je raconte ça à Seb et je lui dis tiens, ça serait marrant juste pour cette personne-là de faire un dossier langage de bas niveau contre langage de haut niveau. Et je disais ça en rigolant, je dis c'est de l'humour. Et il me dit mais non, tu sais, c'est une très bonne idée parce que justement il y a le décès de Niklaus Wirth le 1er janvier.
Je dis, ça tombait à pic. Non, c'est super. Et voilà comment on a décidé. Et donc, je vais enchaîner justement sur ce sujet-là, les langages de bas niveau, langage de haut niveau, langage de niveau moyen. Alors, aujourd'hui, on a... En fait, c'est comme une pyramide. Ce n'est pas bas niveau, ça ne veut pas dire que on est moins bien qu'un langage de haut niveau. C'est comme une pyramide. Il y a la base c'est l'électronique. Au-dessus de l'électronique, il y a les processeurs qui ont le langage machine. Le langage machine, c'est du code binaire. Et au-dessus de ça, on a l'assembleur, qui est ce qui traduit, c'est le langage le plus basique, le plus bas niveau, proche du matériel. Et puis au-dessus, on a des langages, on appelle bas niveau, c'est la fondation. Haut niveau, c'est les étages au-dessus. Et généralement, aujourd'hui, quand on parle de langage bas niveau et haut niveau, on parle plutôt de langage moyen niveau et haut niveau, parce que le bas niveau, en fait, c'est le langage machine et l'assembleur, qui ne sont pour des raisons pratiques plus beaucoup pratiquées, mis à part les personnes qui programment les compilateurs de moyen niveau ou qui font des drivers bien spécifiques. Alors, quelle est la différence entre ces langages? Au plus on monte en niveau, au plus on s'éloigne du matériel et au plus on devient abstrait et on cache la complexité du matériel. Donc, au plus on est proche de la machine, au plus on est au bas niveau, au plus on doit gérer la complexité matérielle, les instructions CPU qui changent de génération en génération, il y a des ajouts et tout ça. Plus on va au-dessus, plus on s'éloigne de ça et plus ça devient transparent. Donc, un langage de plus bas niveau est plus difficile à comprendre et nécessite une connaissance plus grande de l'architecture hardware. Un langage de plus haut niveau est plus facile à programmer, à lire et devient plus proche de langage naturel. Donc, quelque chose qui peut même être compréhensible par des personnes qui sont un petit peu moins pointues. Il y a la portabilité. Comme moi. Un langage plus bas. Un langage... Oui, tu programmes, hein. Oui, bien sûr. Un langage de plus bas niveau est moins portable, ce qui veut dire, comme je disais, on parle de matériel, il va être lié à du matériel et il ne va pas pouvoir être facilement portable sur d'autres architectures. Un langage de plus haut niveau, il va pouvoir être portable entre différentes plateformes parce qu'il y a justement cette couche d'abstraction, ce qui fait que en dessous de ça, qu'on tourne sur un processeur Intel, un processeur ARM, un processeur il y avait les Motorola dans le passé. Il y a une abstraction qui fait qu'on n'a pas besoin de connaître l'architecture en dessous. Et également une abstraction au point de vue du système d'exploitation, qu'on tourne sur Linux, qu'on tourne sur Windows, qu'on tourne sur Android. Il y a les performances. Un langage de plus bas niveau, en général, je dis en général, est plus rapide s'il est programmé de manière efficace, parce qu'il est plus proche du langage machine. Un langage de plus haut niveau pourrait être moins efficace. Je dis pas il est d'office, parce qu'on a des très bons compilateurs aujourd'hui qui permettent de traduire un langage de moyen ou de relativement haut niveau de manière rudement efficace. Je vais donner un exemple. On a par exemple le langage Python qui est considéré comme un langage de haut niveau, qui est un langage qui était interprété. Je dis était interprété, à la base interprété, c'est un script et donc les performances sont un peu massacrées parce que il y a justement cette couche-là où on a un pseudo-langage qui est traduit sur une machine d'exécution qui, elle, doit traduire ça sur du langage machine. Mais il existe des compilateurs dont Numba qui permet de faire tourner du code Python avec une compilation just in time, ça veut dire au lieu d'avoir une interprétation, ça compile très rapidement et ça l'exécute en langage machine et ça approche des performances qui sont quasiment dignes de C++. Donc il y a des possibilités même pour des langages de plus haut niveau de pouvoir fonctionner plus rapidement. Donc ce n'est pas toujours si évident que ça. Est-ce qu'il y a des très mauvais langages de haut niveau, juste pour qu'on se
figure bien de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a vraiment des langages de haut niveau où on se dit, quand on code avec ce truc-là, il ne faut pas s'attendre à des prouesses ou à quelque chose de très, enfin, un peu archaïque ou est-ce que tout se valent à condition de bien programmer? Il y a eu des langages de haut niveau qui ont été développés et qui ont été abandonnés, et étant donné qu'ils ont été abandonnés, ils n'ont plus été maintenus, ils n'ont plus été optimisés pour les nouvelles générations de matériel. Donc ce genre de langage de haut niveau sont pas des bons langages de haut niveau aujourd'hui, de par le fait qu'ils sont plus maintenus et supportés. Sinon, ce n'est pas une réponse à laquelle je peux donner facilement une réponse. Ça dépend d'un cas à l'autre. Ton camarade du dessous. Alors, en fait, souvent, là-dessus, le problème n'est pas dans le langage, mais dans le développeur. Parce que, alors, il y en a un où j'avais vu Rasmus Lerdorf, c'était le créateur de PHP il y a des années à Bruxelles. Le mec était passionnant. C'était pas un développeur à la base, je pense qu'il bossait de mémoire, il bossait dans les assurances. Et il avait besoin d'un petit truc, il a fait un script, et c'est là qu'il voulait faire un truc interprété sur un serveur. Et ses premières versions de PHP, quand il faisait une boucle, en fait, quand il faisait la boucle, il recherchait où était le début de la boucle dans le fichier pour dire « Ah, je recommence à l'interpréter ici. Ah, et je recommence à l'interpréter. » Et à chaque fois, il refaisait un cycle, donc il cherchait la ligne dedans. Et donc, jusqu'au jour où, effectivement, un gars l'a appelé en disant « C'est bizarre, quand je fais tourner mon script, j'entends le disque qui fait cruc, 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 cruc. » Et là, il s'est dit « Bon, finalement, je vais peut-être passer la main à d'autres. » Et il a passé la main à l'équipe de Zend avec les années, qui ont fait un truc qui est redoutable de performance aujourd'hui PHP, mais la toute première version de PHP, c'était quand même un petit peu bricolage, quoi. Mais tout ça pour dire, tu vas pouvoir développer quelque chose en PHP, en Python ou dans des langages qui sont d'assez haut niveau, et faire attention à ce que tu fais pour avoir quelque chose de performant. Mais si tu le fais en général, tu vas commencer à perdre les avantages de ton langage de haut niveau. Par exemple, en PHP, si tu veux travailler avec des arrêts, c'est magnifique, c'est super facile. Tu fais donc un tableau, avec des variables, des index, on va dire. Tu vois, genre un tableau avec pomme égale 2, poire égale, etc. Et puis tu vas dire, je veux le tableau, l'index où il y a pomme. Et donc c'est super efficace, sauf que c'est lent à mourir. Si tu commences à faire ça avec des millions d'éléments et que tu vas commencer à tripatouiller le truc, tu vas commencer à arriver à avoir des problèmes. Et si tu veux augmenter tes perfs, tu vas au fur et à mesure commencer à faire simplement un arrêt avec des index. Et puis du coup, au final, autant prendre un langage comme du C, du C++, du Pascal, où tu aurais de toute façon été obligé de le faire et tu aurais eu un bon niveau. Mais tu peux aussi faire de la merde, vulgairement parlant, avec du C, du C++, du Pascal ou tout autre langage. C'est juste une question de quand tu travailles avec ces langages, tu es obligé de comprendre mieux la machine. C'est ça. Donc, je dis, c'est souvent peu le langage qui a le problème, c'est souvent le développeur. Ok, d'accord, c'est clair. Oui. Très clair. Qui reprend la main? Alors, David. Mon point, j'ai encore 3 petits points à discuter avant de rendre la main à Sébastien, sauf s'il a évidemment des commentaires dessus. Vas-y. Le point suivant, la différence, c'est le temps de développement et la productivité, parce qu'un langage de plus bas niveau qui nécessite justement une plus grande connaissance de l'architecture fait que le développement est plus lent. On doit réinventer la roue. On doit faire beaucoup plus de choses pointues et c'est beaucoup plus sujet à commettre des erreurs qu'un langage de plus haut niveau où le développement peut être plus rapide. Entre autres grâce à des fonctions, des librairies qui sont incluses dans le langage, qui permettent de pas devoir réinventer la roue pour certaines choses, et qui également a une syntaxe beaucoup plus claire qui fait qu'on a un petit peu moins de chances de faire des erreurs, ce qui enchaîne sur le point suivant, le debug dans le développement. On passe 1 mois à développer,
et on passe 2 mois à débugger. Mais si on fait ça en assembleur, on passe, pour donner un exemple, on pourrait passer 6 mois à développer et 5 ans à débugger. Donc il y a un coût économique pour des choses vraiment extrêmement pointues en performance. Il peut y avoir des petits modules qui sont écrits en assembleur ou en C et qui sont interfacés avec un autre langage. Par exemple, une grande partie des programmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, on va donner un exemple, Stable Diffusion, les générations d'images par intelligence artificielle. Ben, la programmation à la base est faite en Python. Mais derrière ça, ce n'est pas du Python, c'est interfacé avec des librairies en C et C++, qui sont, elles, interfacées avec les accélérations GPU. Donc, utiliser un langage n'empêche pas d'avoir des modules écrits pour des choses vraiment bien spécifiques dans un autre langage, en C. Et on peut faire ça également dans d'autres langages. Et donc, un langage de plus haut niveau est plus facile à maintenir. Et également parce qu'il y a aussi une plus grande communauté de support. C'est plus facile de trouver l'information que sur des choses plus nébuleuses. Et alors, dernier point, le contrôle sur les ressources. Plus on est proche de la machine, plus on a le micromanagement, comme on dit, de pouvoir savoir exactement ce qu'on utilise comme mémoire, ce qu'on utilise comme ressources processeur. On peut éventuellement, sur un processeur qui a 10 cœurs ou 20 cœurs, décider que moi je veux que mon process ici tourne sur 2 cœurs et celui-là sur 2 cœurs différents. Parce qu'un langage de plus haut niveau, ça devient plus compliqué à faire. Au haut niveau, on a une gestion des ressources qui est plus abstraite. On ne doit pas faire de gestion si fine, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient en fonction du contexte. Juste un truc. Je vais rajouter... oui. Ah, pardon, vas-y. non, vas-y. Un dernier petit point. Le langage qui est considéré comme étant le plus proche de l'assembleur, donc dans les langages, c'est le C. C qui est officiellement un langage de moyen niveau, mais généralement on considère que c'est un langage de bas niveau, enfin de plus bas niveau. Mais ce n'est pas possible sur toutes les architectures. D'ailleurs, je lisais un article récemment, les processeurs 6502. Alors pour rappeler qu'est-ce que c'est les processeurs qui ont équipé les Commodore 64, les VIC-20, les Nintendo, les Super Nintendo, les Apple I, Apple II. C'est un processeur qui ne se prêtait pas à un compilateur C++, un compilateur C. C'est pour ça que c'était soit c'était assembleur langage machine, ou du BASIC, qui est un langage de plus haut niveau. Et c'était considéré comme étant impossible de faire un langage, de faire du C dessus, parce qu'il y avait un problème architectural, mais apparemment il y a quelqu'un qui a quand même réussi à faire un compilateur C sur l'architecture 6502. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Je voulais juste poser une question, et je pense que j'en ai déjà une fois parlé en off avec Seb. Est-ce que la programmation de bas niveau, qui a un coût, si je comprends bien, un peu supérieur, puisque ça demande plus de temps de développement et de debug, est-ce qu'il est contrebalancé au niveau performance par le coût machine qu'on ne devrait pas faire intervenir si on fait de la programmation de haut niveau en consommant des ressources comme Magoré, en gros. Voilà. Est-ce qu'on arrive à un équilibre ? Tu sais que je t'aime. Pas vraiment. Plus vraiment. Ah, voilà. Je vais les laisser entre eux maintenant. Je n'ai pas d'accord. Steb le disait juste avant, comme tu disais juste avant, le problème c'est le programmeur. Donc avec un langage plus haut niveau, un très bon programmeur qui fait un truc optimisé, il n'a pas besoin de descendre à l'assembleur, il n'a pas besoin de descendre spécialement au C, quoique du C, du Pascal, du C++, ce sont des langages de haut niveau, de moyen niveau, on dit de plus bas niveau. Oui, les performances sont normalement, possiblement supérieures, mais il suffit de mal programmer pour que attention, tout change. On l'a pas précisé, enfin on ne le précise pas parce qu'il n'y a pas à le préciser dans ce cas-ci, mais dans rappelez-vous, quand j'ai lancé le dossier, je parlais de quelle programmation choisir pour quel projet. J'imagine qu'un projet n'est pas l'autre, et que voilà, traiter des datas par exemple, c'est pas le même projet que je sais pas moi, générer des images,
par exemple. Non, je vais peut-être frustrer un peu David là-dessus, mais au niveau coût, je vais répondre à ta première question et puis j'arrive là-dessus sur le choix, justement, comment on le choisit. Parce que c'était le titre, hein, au final, comment est-ce qu'on le choisit. Bien sûr. Ouais. Sur le coût, en fait, c'est du coup, il faut prendre le TCO. Hein, donc le coût total d'ownership d'un projet. Et quand tu prends le coût total, en général, tu t'y retrouves. Mais c'est un coût total sur lequel tu vas t'y retrouver sur plusieurs années. Alors que la plupart des boîtes qui font du dev vont le faire sur le projet en consultance pour une autre boîte. Et ils vont plutôt essayer de réduire leur temps de développement plutôt que de se dire qu'il va y avoir un coût énergétique, un coût sur les machines, sur la puissance, et un coût de maintenance aussi, parce que c'est là aussi, si tu fais un programme qui a besoin de 100 machines, alors que tu sais faire la même chose sur une machine, tu vas devoir payer un gars qui gère les 100 machines, et les pannes, et les machins, alors que, etc. Donc, en général, effectivement, ça te coûte plus cher en développement, mais le coût global, sur du long terme, est très profitable si tu fais attention aux performances et que tu fais effectivement quelque chose plus contrôlé. Alors après, justement, plus contrôlé dans quel langage? Je rejoins David là-dessus. Tu peux effectivement faire des trucs qui sont très performants dans quasi n'importe quel langage, hein. Même s'il y en a qu'on aime plus ou moins là-dessus. On travaille tous les deux avec plein de langages différents. Et c'est là effectivement que se pose la question, enfin que ça répond un peu à la question, c'est il n'y a pas un langage avec lequel on doit travailler, il y a un langage qui répond à un projet en particulier. C'est quel projet, quel est qu'est-ce que vous voulez faire si on veut travailler sur une app mobile. On va pas faire la même chose que si on veut développer un driver pour une carte graphique, ou si on veut développer un jeu vidéo, ou si on veut développer un site web, ou si on veut développer, etc. Et donc la première question, c'est sur quel environnement ça doit tourner, parce que si ça doit tourner sur un téléphone Android, là on va utiliser soit effectivement du Java, soit du Flutter, soit du Kotlin, soit du machin, etc. Mais aujourd'hui, ce qui tourne bien, c'est du Flutter. Parce qu'il y a une communauté derrière. Ça, c'est un deuxième point. C'est qu'est-ce qu'il y a comme communauté derrière? Parce que si tu prends un langage de programmation qui n'est plus du tout utilisé ou qui est peu utilisé, si tu as un problème, tu vas te retrouver tout seul derrière ton écran à pleurer et tu vas pas aller trouver des infos sur Stack Overflow. Ou si tu prends du C, des développeurs qui font du C, il y en a des millions. Donc il y en a partout. Mais faire une application mobile en C, bon, c'est pas gagné, quoi. C'est pas le langage que tu choisirais en premier. Et donc, la plateforme est vraiment importante déjà pour pouvoir discriminer les langages qui vont être que tu vas utiliser. La deuxième question que tu vas te poser, c'est la maintenance la maintenabilité sur du long terme. Est-ce que effectivement, si tu fais juste un truc pour t'amuser pour faire un truc qui doit tourner une fois. Écoute, c'est le genre de truc où, pour faire un bête calcul ou retravailler une feuille Excel, parce que tu vois, parfois tous les scripts sont pas toujours faciles sur Excel. Et nous, en tant que dev, la première chose que tu fais, tu dis, je te le fais plus vite en 3 lignes de code que sur Excel. Souvent, c'est le cas. Alors, ce genre de truc, PHP est un ou Python, hein, mais moi j'adore PHP là-dessus, parce que PHP a des dizaines et des dizaines de librairies. Tu vas charger ton fichier en 3 lignes, tu gères tes trucs, tu le sauves, ça a fonctionné une fois. Ton code est pas très propre, ça a fonctionné une seule fois, c'est pas très performant, ça a fonctionné qu'une seule fois. Donc là aussi, la maintenance, je m'en fous, parce que PHP a la sale habitude d'une version à l'autre de te casser complètement ton code. Il dit, tiens, il marche plus. Donc ça, c'est gênant. Ce que va pas faire du C, du Pascal ou d'autres, en général, tu vas avoir des additions, mais ton truc va toujours compiler dans 20 ans. PHP, non, dans 5 ans, généralement, ton code PHP, il tourne plus. Donc ça, les mecs, ils en ont... et plein de nouveaux langages sont un petit peu dans cette optique. Flutter de la version 1 à 2. C'est court-termiste en fait. C'est pour faire des applications ou pour écrire un programme qu'on sait qu'il n'a pas besoin de vivre pendant 10 ans ou. Ces langages sont encore trop jeunes. Tu vois, Flutter, c'est un truc qui est encore. Pour prendre celui-là, je vais pas critiquer Flutter, mais on l'utilise régulièrement. C'est un truc qui est assez jeune et que les gars se disent. C'est pas grave, tant pis, on se permet de casser des trucs parce que sinon, on pourra jamais arriver à quelque chose
de correct, le truc est jeune et on peut se permettre, tant pis pour tout le monde, et ça se casse. Mon PHP, il est plus si jeune, mais il se permet toujours de tout casser. Bon, voilà, je pense que ça fait partie aussi de la philosophie des gars qui font qui gèrent le langage. Après, il y a plein d'autres questions qui sont importante, mais souvent que le développeur va pas trop se poser. La plupart des développeurs actuels se posent plus. C'est effectivement, est-ce que tu vas pouvoir faire est-ce que tu as besoin de performance ou pas? C'est rare qu'un développeur aujourd'hui se demande s'il va avoir besoin de performance et qu'il va devoir aller dans les petits détails de son architecture. Il y a des trucs que David et moi on programme dans notre vie au jour le jour, où on sait que sur des langages de très haut niveau, si on veut faire ça en JavaScript ou en PHP ou que sais-je, on pourra jamais avoir ce contrôle fin, parce que on a besoin d'aller vraiment chercher le petit truc en plus dans la machine, mais on veut aller le chercher. Donc est-ce que ça fait partie de l'esprit du projet? Est-ce qu'il y aura vraiment ce besoin de performance pour des trucs très précis, et est-ce que c'est comment, je sais pas comment on dit en français, la scalability, le fait que ce soit, tu vois, que tu puisses voilà, et il y a une traduction en français. Je connais en anglais. Voilà, donc est-ce que effectivement tu vas avoir besoin d'étendre ton projet et que en un coup tu vas avoir besoin de beaucoup de ressources parce que tu vas avoir un gros succès pour un site web? Alors là effectivement il faut choisir. Est-ce que tu vas pouvoir le faire facilement tourner sur plusieurs machines? Comment tu vas synchroniser les trucs? L'évolutivité. Oui. L'évolutivité, même si je trouve que le terme francophone ne dit pas vraiment bien aussi bien le truc. Ça arrive. Et puis l'aspect sécuritaire, là aussi, il y a des langages. Si tu veux, il y a Rust qui est un langage assez récent où tu peux faire quasi tout, mais c'est quand même assez bas niveau, hein, Rust, dans son ensemble. On le retrouve depuis assez peu dans le noyau Linux. Rust, c'est un langage qui est parti du principe que il ne pouvait pas te laisser écrire de conneries. Donc, s'il estime que le code que tu fais, eh bien, tu as un problème de sécurité avec, c'est simple, tu pourras même pas le compiler. Il va dire, là, il y a une erreur. Et donc, le compilateur est devenu suffisamment intelligent que pour pouvoir te dire, alors que ton code est bon, il va refuser de te le compiler parce qu'il va dire, il est bon, mais tu as un problème de sécurité possible, et donc on refuse que tu écrives ça comme ça. Et donc là, ils deviennent vraiment très touchy. Et donc si la sécurité est vraiment ton problème numéro 1, alors Rust est aussi un truc. Et donc au final, il y a plein de langages différents, il faut vraiment choisir le bon langage pour le bon projet. Si tu te dis, je vais apprendre un langage, je vais faire du Python et ce sera le Python pour toute ma vie, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire parce que Python ne pourra pas te le faire. Parce que C ne pourra pas te le faire non plus, parce qu'il n'y a aucun langage qui répondra à tout. Et donc si tu ne connais qu'un langage, c'est le langage qui deviendra le problème à ton développement. Donc voilà. Oui, et il n'y a pas qu'un langage qui répond à un problème donné. Il peut y avoir plusieurs langages qui sont adéquats pour un problème donné. Et en entreprise, il y a aussi la problématique que quand on est une équipe de développement et que tout le monde code dans un langage, s'il y a un nouveau qui vient et qui dit « moi je veux coder en Rust » et que personne ne connaît le Rust, si on lui dit oui et qu'il commence à coder en Rust et qu'il s'en va, les autres se retrouvent un petit peu ça c'est toujours le problème. Donc il y a aussi ça à tenir en compte au niveau professionnel. C'est que effectivement, ça ne doit pas être évident de faire évoluer une équipe dev dans ce contexte-là, parce qu'ils sont pas tous, voilà, il y a aussi, je veux pas être mesquin, mais aussi des développeurs de bas niveau ou de haut niveau. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, des gens qui ont plus de tête ou qui ont plus d'expérience aussi. Et puis t'as les genoux qui arrivent dans la danse. Comment ça se gère ça, on sort un peu du sujet, mais faire rentrer des nouveaux dans la danse et que ça apporte quelque chose en plus. C'est possible, ou on reste toujours sur la même ligne, celle du chef? Non, c'est possible, mais en général, tu vas pas... Enfin, oui, après, je tire une généralité de cas particuliers, mais c'est difficile de prendre toute une équipe et de dire on change de langage demain matin. Donc, la manière la plus pragmatique, c'est, on l'a fait sur certains projets, c'est on va utiliser un nouveau langage
pour ce projet particulier parce qu'il est vraiment mieux que ceux qu'on utilise. Et à partir de là, tu as quelqu'un dans l'équipe qui va s'y former, et puis tu vas avoir une forme de contagion. Et t'en as toujours un qui va prendre le... T'en as un qui va prendre le lead et qui va faire... On va en lancer un et on va voir à quel point il brûle, et si c'est nager et que ça fonctionne, on se dit peut-être que c'était bon, sinon on réécrit le projet dans un autre langage et on l'abandonne. Parce que en général, quand tu fais un projet, faut se dire ça en tant que dev aussi, c'est jamais la première version qui est la bonne. C'est jamais la deuxième version qui est la bonne. En général, c'est la troisième fois que tu réécris tout de A à Z que ça commence à être pas mal. Donc, quelle que soit la taille du projet et la qualité du dev, et je vois David qui réfléchit, et même dans le langage, généralement, c'est la troisième itération où tu commences à écrire un projet, tu dis, ouais, là, c'est vraiment dans le sens qu'il fallait. Et donc, tu as le temps de changer de langage entre eux, parce que les paradigmes, tu les as, tu sais ce que fait ton truc, etc. Et donc, quand tu le connais une fois, la deuxième fois est beaucoup plus rapide, et la troisième fois est très rapide à réécrire un projet, heureusement. Et donc, tu le mets comme ça dans l'équipe, dis-lui, voilà, il y en a un, et effectivement, on a fait rentrer Flutter dans notre équipe, et maintenant, il y en a un deuxième qui sait travailler en Flutter, et un troisième qui se dit, je vais commencer à travailler en Flutter, et donc, pourquoi pas. Mais c'est un choix qui est longuement discuté pour la raison que disait David, c'est que oui, après, il faut qu'il y en ait un deuxième, au moins dans l'équipe, qui accepte de dire « je vais devoir l'apprendre s'il y a un problème ». Oui, c'est ça. Il faut bien le payer après pour qu'il reste. Parce qu'il a les clés quand même, le truc. Est-ce qu'on a fait le tour de la question Par contre, il y a des opportunités. Hein, si vous êtes dev et que vous voulez effectivement faire de l'argent en consultance ou en tant que développeur, il y a des opportunités dans certains langages parce que justement, il n'y a plus de développeurs dans ces langages. Tu vois, il y a un gros historique de langages assez anciens, type Fortran COBOL. COBOL est un langage qui était énormément utilisé dans le bancaire, qui était encore assez proche de certains concepts de la carte perforée. Hein. Tu commences à programmer à partir de telle colonne, de tel truc, des data, etc. Enfin, c'était un truc assez... voilà, j'en ai fait. Hein. Je suis assez vieux pour en avoir fait. J'ai été formé là-dessus. On a été forcés. Oui, on voulait pas. C'est sur des AS400 et sur des mainframes. Hein, donc, il y a tellement peu de développeurs COBOL aujourd'hui que c'est un développeur qui coûte cher. Tu vois. Et donc, il y a des... La rareté coûte cher. Oui. La rareté coûte cher. Et donc, il y a des langages de programmation où si tu es bien formé, tu as une grosse valeur sur le marché. Et par contre, il y en a d'autres où tu sais qu'il y a pléthore de jobs. Si tu fais du Java, si tu fais du C#, si tu fais du C++, je sais pas s'il y a autant d'emplois. Mais donc là, il y a un marché sur les différents langages de programmation. Si vous voulez en apprendre un pour trouver un boulot, renseignez-vous. Il y a des cotes chaque année qui font un top des langages. Oui, c'est juste. Pour te dire, ça, c'est ce qui fait. C'est ce qu'on trouve dans les annonces d'emploi. Est-ce que ce classement a du sens? Parce qu'il y a cette cote de popularité, on va dire, des langages, mais parce que apprécié des développeurs, ça c'est un truc. Et puis ce qui est demandé par le marché, en gros, ça c'est encore une autre chose. Et c'est assez flou en général quand on publie ces proportions de le langage qui tient à la barre c'est le JavaScript, puis après ceci cela. Et ça a du sens. Est-ce que ou est-ce que c'est pas un peu un classement pour se la péter ou pour dire voilà c'est une cote statistique pour moi. C'est une cote de salaire moyen. Ça ne veut pas dire que c'est le salaire que tout le monde aura. Les gens qui sont experts dans un domaine, ils vont avoir des salaires plus élevés, quel que soit le langage. Mais ici, on parle de moyenne. Maintenant, si c'est un langage qui est très accessible et qui a beaucoup de personnes et avec peu de formation qui l'utilisent, ça pourrait faire baisser cette statistique vers le bas. Et ça varie d'année en année. Donc, c'est pas une constante. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que si on veut, si le but c'est de faire carrière et de se dire je dois choisir quel langage apprendre en premier ou quel, au pluriel, langage apprendre en premier, ça peut avoir du sens à regarder ces statistiques-là et se dire j'ai plus de chances de gagner plus d'argent en apprenant ces langages-là que ceux-là.
C'est ça. Pour l'instant. Ok. Si tu en prends un, par exemple, après on peut en parler pendant des heures, mais de manière opportunistique, par exemple, le PHP est un langage qui est extrêmement facile d'accès. Je veux dire que tu peux apprendre quasi à n'importe qui à programmer en PHP en une semaine, et faire des sites web. Je confirme, même en autodidacte. Ça va très vite parce qu'il y a de la doc. Mais pour faire des trucs un peu poussés, en une semaine, le gars il peut déjà y aller, tu peux vraiment avoir quelqu'un qui sait y aller. Et pourtant, et justement, à cause de ça, tu as une pléthore de développeurs qui disent qu'ils savent développer en PHP, et tu as un pléthore de jobs, mais comme c'est un langage qui est assez facile d'accès, tu ne vas pas pouvoir espérer une rémunération exceptionnelle, quoi. Tu vas peut-être avoir des projets magnifiques, tu vas peut-être avoir une super rémunération, mais il y en a tellement et c'est tellement facile d'accès que, voilà, un développeur qui fait du C++ correctement, ça se trouve déjà pas facilement, quoi. Faut déjà un bon gars. Je précise juste C++ dans toutes ses finesses. Oui, là. Oui, mais c'est du coup. Mais là, t'en trouves plus beaucoup, du tout, là. Mais je pense que le commentaire est important parce qu'en fait, le C++, c'est un langage. Beaucoup de personnes disent, moi, je n'aime pas la programmation objet, l'héritage et tout un tas de techniques. Qui ont été rajoutées au C++ et qui peuvent sembler compliquées et tordues, même pour des personnes qui en ont fait il y a des années. Mais le C++, on n'est pas obligé de faire de l'objet. On peut programmer ça comme on ferait du C quasiment, tandis qu'en Java, on est obligé de programmer un objet. On ne peut pas programmer sans objet. Là, il y a... Voilà. Oui, c'est toutes des choses qu'on n'a pas parlé non plus. On n'a pas parlé des langages de programmation interprétés, compilés, des langages avec des machines. C'était pas le but ici. Il y a plein de concepts. Mais j'ai envie de vous dire, petits amis, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode évidemment, que si vous qui nous écoutez et êtes encore là en train de nous écouter à cet instant précis, c'est que le sujet vous intéresse, j'ose le supposer, et que donc, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on aille plus loin avec ces deux-ci ou d'autres, poser les questions. Parce qu'on en a d'autres, des gens dans l'équipe qui ont ces capacités-là. N'hésitez pas à nous le faire savoir, et on imaginera peut-être soit d'autres dossiers, soit des hors-séries, pourquoi pas, concernant des choses un peu plus pointues. Et là, je m'effacerai gentiment et laisserai mes petits camarades vraiment s'exprimer en toute liberté. Mais pour le coup, ça peut peut-être avoir un intérêt pour certains de nos auditeurs. Donc je le dis franchement, n'hésitez pas à nous poser la question et on verra comment on peut organiser ça avec le temps qu'on a et avec les gens qu'on a dans l'équipe aussi. On n'ira pas plus loin, sauf si tu veux vraiment rajouter un truc. Mais et si vous voulez vous faire très très mal, il y a des langages, et ça fera, j'espère, sourire David, comme le Lisp, ou alors le nombre de parenthèses que vous allez pouvoir mettre, ce sera les touches les plus utilisées sur vos claviers. Je sais pas si un jour tu avais regardé, c'était le Lisp, il y a des trucs, il y a des langages où ils ont été, je pense, spécialement créés pour torturer les développeurs. Et torturer les développeurs. Oui, et il y a aussi un langage qui a été développé comme un ouais mais non, c'est le brainfuck. D'accord, ok. On en reparlera. Il faut aller regarder sur Wikipédia, c'est exceptionnel comme truc. Ok, bon on ira voir. Merci en tout cas à tous les deux, c'était passionnant, très intéressant, merci pour cet épisode, merci de nous avoir, vous, de votre côté, écoutés. N'hésitez pas comme toujours à placer des étoiles ou des pouces, ça dépend sur quoi vous nous écoutez, dans quelle application vous nous écoutez. N'hésitez pas aussi à partager nos contenus avec vos amis via les bons réseaux sociaux, et voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire, et les commentaires sont évidemment toujours les bienvenus. Passez une très très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, salut!